Donc on va commencer la présentation, juste un petit tour de table. Donc on va faire une présentation à plusieurs voix, avec du coup Morbihan Énergie CCI et principalement pour la partie un peu technique, Arcadis et IMIG, donc qui sommes en train d'accompagner Morbihan Énergie sur justement les études de potentiel H2 et pour vous accompagner par la suite. Donc Arcadis, on a un bureau d'études d'ingénierie assez généraliste qui accompagnons les collectivités, les territoires et les entreprises sur différents domaines, que ce soit la réglementation, le transport, la mobilité, le développement des territoires ou le bâtiment. Et avec Quentin Gassion qui est présent ici pour IMIG. Je te laisse te présenter. Bonjour à toutes et tous, Quentin Gassion, Société Iming, nous, au bureau d'études, on va dire un peu plus spécialisé dans la partie transition énergétique et notamment la partie mobilité. Donc voilà, on apportera une touche de technique complémentaire sur la partie hydrogène pour ce webinaire. Donc, il y aura une petite introduction de qu'est-ce qui a été fait jusqu'ici par Morbihan Énergie. C'est Emmanuel Murzo de Morbihan Énergie qui vous le présentera. Une présentation un peu générale sur l'H2 comme brique de la transition énergétique, la chaîne de production jusqu'aux usages, les différentes typologies d'usages et solutions avec des exemples concrets et techniques, et les atouts et les freins et comment les lever pour vous mettre et passer le pas de la réalisation d'usages énergétiques avec l'hydrogène. Il y a l'Automobile Club de l'Ouest qui viendra présenter un projet qu'il a mené. Et enfin, on finira avec un atelier un peu interactif sur comment est-ce que vous pouvez envisager, vous, d'aller plus loin, comment est-ce que vous voyez vous positionner sur la transition par l'hydrogène. Et une petite conclusion, et on essaiera de finir à l'heure, à 12h30. Voilà. Je reprends la parole. Donc Emmanuel Murzo, chargé de mission hydrogène au sein de Morbihan Énergie. Donc Morbihan Énergie, comme l'a évoqué Édouard précédemment, s'est engagé en faveur de l'hydrogène depuis quelques temps déjà, avec notamment la mise en place de la première station hydrogène dès 2017 sur le parking de l'entreprise, avec une flotte de véhicules à hydrogène qui est active depuis. Et Morbihan Énergie a aussi été assez actif dans le lancement des grands projets morbihanais autour de l'hydrogène. Notamment sur Vannes avec la station de distribution qui est adossée à l'usine Michelin avec Aigo et l'écosystème Lorientais avec une flotte de bus qui va fonctionner à l'hydrogène dès le printemps 2024 et également un projet de transrade de bateaux qui permettent de traverser la rade de l'Orient à l'hydrogène également. Et enfin, il y a le projet de bateau de transport de passagers vers une des îles du Morbihan, l'île d'Ar, qui est porté par la région et qui devrait aussi entrer en service aux alentours de 2026 à peu près. Voilà. Donc ça, c'est des grands projets que Morbihan Énergie a contribué à initier. Et le focus actuel, c'est plus d'avoir une vision un peu globale du potentiel hydrogène sur le Morbihan et de permettre à d'autres acteurs, des entreprises, des collectivités, d'amorcer aussi une transition vers cette nouvelle technologie. On peut passer à la suite, là. Voilà. Donc, à l'été dernier, avec le concours de la CCI du Morbihan, nous avons lancé une enquête en ligne auprès des entreprises morbihanaises pour évaluer le potentiel de cette filière hydrogène. Et on a eu quelques réponses et des enseignements assez intéressants. Le premier, c'est que au-delà de l'aspect économique qui, bien sûr, préoccupe plus de 95% des entreprises du Morbihan, les sujets un peu d'avenir comme la transition énergétique, l'innovation, le fait d'appartenir à un écosystème, d'avoir une économie circulaire, sont des préoccupations qui sont bien présentes auprès des entreprises territoriales. Le deuxième enseignement, c'est que les technologies de l'hydrogène restent relativement mal connues. La plupart des répondants ont indiqué avoir une connaissance, je dirais, insuffisante, voire inexistante de l'hydrogène. Donc, il y a une certaine curiosité sur mais pas forcément des connaissances très répandues. Et le troisième enseignement, c'est que au-delà de ça, l'hydrogène est quand même vu comme une solution assez prometteuse et les entreprises se sont
pour une grande partie, montré intéressé par l'idée de développer un projet autour de l'hydrogène, sous réserve d'avoir les bonnes entrées, les bonnes informations. Donc le webinaire d'aujourd'hui, il a pour but de répondre un peu à la deuxième problématique, à savoir apporter un peu d'informations, je dirais, sur le sujet et de permettre de mieux connaître cette technologie afin de potentiellement aller plus loin et pouvoir lancer un projet. Voilà. Donc je vous souhaite à tous un bon webinaire et je repasse la parole à Cécile pour la présentation. Merci Emmanuel. Alors, tout ce que vous avez voulu savoir sur l'hydrogène, on va essayer de faire relativement court, et surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou le question-réponse. On essaiera d'y répondre par la suite. Pourquoi on s'intéresse autant à l'hydrogène aujourd'hui? On s'intègre dans le cadre plus global de la transition énergétique et de la décarbonation. Pour éviter, on a un consensus international sur l'origine anthropique de l'évolution du climat, l'érosion de la biodiversité et de l'épuisement des ressources, avec des graves conséquences sur la vie sur Terre. Et c'est pourquoi à la COP 21 à Paris en 2015, une grande partie des nations se sont accordées sur un objectif de forte réduction de l'émission de gaz à effet de serre, avec des politiques européennes et nationales, régionales et locales qui en déclinent. Le Pacte vert pour l'Europe en 2019, la stratégie nationale bas carbone en 2020, augmentée de la loi climat résilience en 2021, avec donc en France un objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050 décliné sur les territoires. On a différentes solutions pour atteindre ces objectifs, en particulier la réduction de la consommation d'énergie, le remplacement des énergies fossiles par des énergies renouvelables, et c'est là que l'hydrogène intervient, puisqu'on sait produire de l'hydrogène bas carbone ou décarboné, et donc c'est une partie de la solution. Il y a aussi une dernière solution qui est les puits carbone qui permettent de capter le carbone. L'hydrogène, il y a différentes solutions, il peut être utilisé dans différents usages. On a aujourd'hui dans l'industrie déjà d'utilisation d'hydrogène, mais qui est d'origine fossile, qui est utilisée. Donc la conversion en hydrogène bas carbone permettra de réduire fortement les émissions de CO2. On a un développement qui est en cours actuellement de la mobilité à hydrogène, qui vient diversifier l'offre de l'électromobilité, puisqu'aujourd'hui la batterie est en avance de phase par rapport à l'hydrogène, mais qui répond à des besoins dans la mobilité auxquels la batterie seule ne sait pas encore répondre, des questions d'autonomie, de vitesse de recharge. On a également la question d'autoconsommation, puisque l'hydrogène est beaucoup plus facilement stocké que l'électricité en batterie, avec des volumes plus faibles et des durées de vie plus importantes. Donc on peut l'envisager pour l'échelle d'un bâtiment, d'un îlot bâti, d'un village, et particulièrement en site isolé où le raccordement au réseau n'est pas forcément existant. Et enfin, dans le cadre de mix énergétique futur, c'est un élément de flexibilité d'optimisation des réseaux énergétiques. Donc là, c'est un peu les usages, et on va voir que vous pouvez intervenir, vous, entreprise du Morbihan, sur différentes choses. Vous pouvez décarboner à la fois vos usages en mobilité ou en stationnaire, mais vous pouvez intervenir également sur toute la chaîne de production et distribution, avec peut-être des choses aujourd'hui que vous réalisez qui peuvent être utilisées dans la chaîne de production et distribution de l'hydrogène, puisque pour faire de l'hydrogène, on a besoin d'une source d'énergie électrique, plutôt énergie renouvelable ou bas carbone, de l'eau pour produire de l'hydrogène par électrolyse, qui est la technique la plus mature actuellement pour produire de l'hydrogène bas carbone. On a aussi sur la chaîne la question du stockage de l'hydrogène, de son transport et de son conditionnement, et enfin de la distribution, donc la station de distribution et ravitaillement, pour alimenter les différents usages. Et on a aussi dans l'écosystème tous des partenariats sur la formation, la recherche, les compétences, la planification, qui permettent de construire un écosystème, et vous avez un rôle, vous, à jouer, entreprise du territoire, sur cette chaîne-là. Aujourd'hui, on va se concentrer plus particulièrement sur les usages de l'hydrogène, avec différentes solutions qui existent, qui peuvent être intéressantes, vous, dans vos
vos usages, dans votre chaîne de production, dans votre mobilité ou dans votre système industriel. Les petits logos qu'on voit avec les cibles ou les outils, c'est pour le degré de maturité des solutions. Donc, quand les solutions sont matures, ça veut dire qu'elles sont commercialisées et vous pouvez les acheter dès aujourd'hui. Quand on est sur quelque chose qui est encore en stade de développement, de prototype, d'homologation, où on est sur de la série unitaire, on est plutôt sur le petit logo des outils. Donc, en mobilité, aujourd'hui, vous avez les poids lourds qui existent. Vous pouvez acheter des engins spéciaux type chariot élévateur, des tracteurs, des balayeuses, des bennes à ordures ménagères. Vous avez des trains qui circulent à l'hydrogène aujourd'hui. En voiture et véhicules utilitaires, il y a aussi pas mal de marques qui proposent déjà des véhicules qui sont fonctionnels. Les vélos et scooters, même si c'est plus anecdotique, ça peut aussi être utilisé et ça fonctionne à l'hydrogène. Pour tout ce qui est maritime, on a des bateaux qui existent. Alors, c'est plutôt au stade de développement prototype actuellement ou première expérimentation sur le rétrofit, par exemple. Et enfin, dans la partie stationnaire, vous avez le process industriel, donc c'est le remplacement de l'hydrogène déjà utilisé, qui est de l'hydrogène carboné par de l'hydrogène à bas carbone. Vous avez tous les process de chauffage, combustion, four qui existent. Alors, certains existent déjà et sont commercialisés, d'autres sont plutôt au type de prototype. Il y a différents niveaux suivant les types de fours utilisés. Et enfin, qui est en pleine maturité, qui existe déjà, et c'est l'exemple qui sera présenté par ACO par la suite, c'est les groupes électrogènes, qu'ils soient fixes, parce que ça peut être de la production sur un endroit spécifique, ou mobiles comme les générateurs de chantier ou événementiels, ou pour du stockage d'énergie. Donc tout ça existe déjà actuellement. Je vais vous présenter du coup quelques éléments techniques qu'il est important de savoir plutôt sur le focus mobilité, sur les types de motorisation, sur est-ce qu'on c'est du véhicule neuf ou est-ce qu'on peut rétrofiter d'anciens matériels et comment est-ce qu'on transporte l'hydrogène. C'est des points, alors peut-être que vous connaissez déjà, mais qui sont importants à savoir. Aujourd'hui, sur les véhicules, il y a deux types de motorisation possibles. Soit on est sur un véhicule à batterie, soit on est sur un moteur à combustion. Sur les véhicules à batterie, c'est comme les véhicules électriques aujourd'hui. On a une batterie, un moteur électrique, une batterie. Et il y a deux systèmes. Il y a un système où on est full cell électrique, c'est-à-dire qu'on a un moteur où l'énergie principale est fournie par la pile à combustible à hydrogène, et on a une petite batterie pour du complément de puissance ou du démarrage, ou un système où c'est plutôt un véhicule électrique avec un prolongateur d'autonomie, donc qui permet d'aller un peu plus loin avec une pile à combustible H2. Donc c'est deux systèmes différents et il y a des choix différents qui sont faits suivant les constructeurs. Pour le moteur à combustion, donc là on est plutôt sur un moteur qui est très proche du moteur diesel ou essence qu'on connaît, c'est-à-dire qu'on brûle l'hydrogène dans un moteur avec une technologie qui est adaptée à l'H2. Donc avec vraiment deux choses différentes. Sur le neuf ou le rétrofit, aujourd'hui, la majorité des produits qui sont en vente et commercialisés sont du neuf, mais de plus en plus, et pour les véhicules spécifiques qui ont des durées de vie longues, comme des cars, des engins spéciaux, il y a le rétrofit qui se développe. On verra des exemples par la suite. Et ça permet en particulier d'améliorer le bilan du cycle de vie. Le véhicule est connu des chauffeurs et on n'a pas besoin de racheter un véhicule neuf ou de construire un véhicule neuf. On peut réutiliser quelque chose qui n'est pas en fin de vie, qui n'a pas besoin de mettre à la casse. Et avec un coût qui peut être avantageux sur des véhicules très, très chers. Enfin, en termes de transport, comme vous le savez, l'hydrogène, c'est un gaz, le gaz le plus léger qu'on trouve sur Terre, ou même dans l'univers, et on ne peut pas le transporter sous sa forme non compressée parce que ça prendrait des volumes énormes. Donc aujourd'hui, les deux moyens principaux, on le garde sous forme gazeuse, mais comprimé à 350 bars, donc c'est le plus courant, ou à 700 bars pour un stockage plus compact et une autonomie plus importante. Et enfin, en développement, il y a la conservation sous forme liquide à très basse température, avec des besoins de réservoirs isolants et réfrigérés. Je vais vous présenter donc quelques exemples concernant la mobilité. Donc on voit qu'il y a vraiment beaucoup de types de véhicules différents qui existent et qui sont déjà commercialisés aujourd'hui. Donc, on voit par exemple le taxi Hype qui développe un écosystème complet. Donc, le taxi avec recharge rapide, une grande autonomie et un développement qui est en train de se faire vers à la fois, aujourd'hui, ils sont présents en Île-de-France, mais ils vont se développer en province et à l'international. Et ils sont en train de réfléchir à l'achat de véhicules plutôt type utilitaire pour le transport
des PMR pendant les Jeux Olympiques. Donc, ils construisent un écosystème complet avec leur station de distribution, de production et de distribution pour pouvoir alimenter leur taxi sur l'Île-de-France aujourd'hui. On voit les véhicules utilitaires qui existent déjà. En termes de bus, cars, il y a déjà des choses qui existent, soit en pile à combustible, mais là j'ai mis un exemple d'un car rétrofité qui vient d'être homologué et qui devrait circuler cette année normalement sur le réseau de la région Normandie, rétrofité, exploité par Transdev. Juste en dessous, on voit aussi un autre exemple de rétrofit. On voit c'est des véhicules vraiment, des gros véhicules qui ont des durées de vie longues, un peu particulier, donc c'est du rétrofit de poids lourd pour un gravillonneur par le département de la Vendée. Voilà. Et un autre exemple qui est un peu écosystémique aussi, donc c'est le Lidl qui a commencé en ouvrant un nouvel entrepôt par réfléchir à la conversion d'une partie de sa flotte à l'H2, la flotte de chariots élévateurs et engins spéciaux pour la logistique dans leur entrepôt, pour des questions de place dans l'entrepôt et de recharge, de rapidité de recharge. Donc ça, c'est quelque chose qui est déjà en fonctionnement sur leur site et ils ont réfléchi pour continuer à décarboner leur système. Et donc, vous voyez le camion frigorifique juste en face. Ils ont réfléchi avec leur transporteur, donc Jackie Perreno, pour exploiter un camion à hydrogène pour faire le lien entre les entrepôts et leurs magasins pour la livraison. On a d'autres exemples qui sont un peu plus, un peu moins proches. Alors, je ne sais pas si vous utilisez dans vos entreprises ce type d'engin. On a des engins viticoles qui existent en rétrofit ou en pile à combustible. Il y a le train qui circule déjà. Sur les zones portuaires, alors vous êtes peut-être pas mal concernés sur le Morbihan, et aéroportuaire, on a des engins spécifiques pour de la manutention à l'hydrogène qui existent. Sur de la plus petite mobilité plus légère, les vélos et les scooters, là on a un exemple un loueur de vélos à hydrogène sur la Loire à vélo. Et enfin en bateau, donc là c'est plutôt des exemplaires uniques. On a le Navibus à Nantes ou une barge H2 qui a été rétrofitée pour du transport de marchandises. Donc il y a du passager et marchandises sur les deux secteurs. Donc avec les avantages qu'on verra par la suite d'autonomie et de recharge rapide. Enfin, quelques exemples sur le stationnaire qui peuvent aussi vous intéresser dans votre processus industriel, dans vos entreprises. On a des exemples sur la production de chaleur ou la combustion. Donc, on a ici une chaudière industrielle Viessmann qui fonctionne 100% à l'H2, qui existe aujourd'hui. On a les questions de four à haute température ou four H2 qui existent. Et puis, ça peut être utilisé directement dans le process de combustion pour la soudure, le brasage, la production de métaux. On a ici un exemple de Bulan, d'un électrolyseur industriel pour la production de gaz à combustion en soudure oxo-hydrogène. Et enfin, sur la partie groupe industriel, mais notre partenaire ACO présentera ça tout à l'heure, on a un exemple ici à Avignon d'un data center qui est alimenté en hybride batterie pile à combustible avec une auto-alimentation en panneaux solaires photovoltaïques sur les bâtiments du quartier. Donc voilà les différents exemples que je voulais vous présenter. Et je passe la parole à Quentin parce qu'il va nous présenter les avantages de l'hydrogène par rapport à d'autres solutions. Oui, donc après ces quelques exemples un peu nationaux, un petit focus qu'on voulait vous faire sur les atouts de l'hydrogène, pourquoi cet engouement et quels sont ses atouts, notamment sur la mobilité et puis en Bretagne, dans le département aussi. Globalement, sur la mobilité, ce qu'il faut en savoir, c'est que c'est une des énergies qui est 100% décarbonée à la sortie d'échappement. Aujourd'hui, il n'y a que l'hydrogène et l'électromobilité qui répond à cet enjeu-là. Donc aujourd'hui, c'est la stratégie et la cible, notamment de l'Europe. Donc c'est les deux solutions uniques qu'il y a aujourd'hui sur ce volet-là. Et c'est une énergie aussi qui va avoir aucune particule fine à l'échappement. Donc vis-à-vis notamment des zones ZFE et de cette volonté de réduire les particules fines dans les métropoles, on répondra avec l'hydrogène à cette contrainte-là. Contrairement à d'autres carburants, on peut avoir aujourd'hui des débats politiques ou technologiques, voilà. On sait que l'électrique et l'hydrogène, eux, de toute façon, cochent intrinsèquement par leur technologie les cases et les objectifs ciblés en décarbonation et en absence de particules fines.
C'est une solution qui existe et qui répond à plusieurs usages en termes de mobilité, à la fois avec une solution de recharge rapide, on sera vraiment sur une recharge et on est sur une recharge qui est proche de celle des carburants fossiles. On a aussi des solutions en charge lente qui sont déployées petit à petit, qui vont concerner plutôt des entreprises parce que ces véhicules-là sont laissés la nuit, par exemple, sur le dépôt, et ben, on pourra les charger lentement. Euh, et puis, ça vient par rapport à l'électromobilité apporter des solutions plus fortes en termes d'autonomie et de puissance. Donc voilà, l'hydrogène va sûrement permettre de dépasser les limites qui sont rencontrées actuellement par l'électrique, notamment sur la mobilité lourde, pour se rapprocher toujours plus des performances des carburants fossiles. Il faut savoir aussi que c'est des véhicules qui ont l'avantage d'être moins émetteurs de nuisances sonores, moins vibrants. Donc, c'est des véhicules qui sont plutôt appréciés à la fois par les riverains et par les chauffeurs eux-mêmes. Donc, voilà, c'est un des atouts complémentaires dans la partie mobilité. Donc, voilà, c'était ce petit focus. Après, un point aussi d'attention sur bah, les atouts qu'il y a dans la région. On est sur ce webinaire centré sur le Morbihan, sur la Bretagne. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est au niveau de l'hydrogène sur une région qui est très dynamique, avec un bon nombre de projets de référence qui sont portés, qui sont soit en études, soit en réalisation, soit en service. Donc, c'est vraiment une région qui est dynamique, avec des projets qui couvrent l'ensemble de la chaîne de valeur que vous pouvez présenter tout à l'heure Arcadis, aussi bien sur des filières de recherche, sur des filières de production d'hydrogène, de distribution, mais aussi sur la suite de ces projets-là où il faudra maintenir. Donc voilà, les écoles, on les remercie. Voilà, je sais qu'il y en a certaines qui sont présentes, mais on formait des jeunes à la maintenance de ces installations-là. On a vraiment des acteurs qui sont reconnus dans la région et dans le département du Morbihan, euh, et des écosystèmes qui avancent à grands pas. Donc voilà, c'est aussi l'idée de ce point, c'est de dire que certains veulent avancer, c'est pas toujours évident, mais il y a un certain nombre de partenaires qui sont autour de la table aujourd'hui de cette visio-là, mais aussi autour d'écosystèmes qui sont identifiés là, qui peuvent avancer avec vous sur ces projets-là. Et même au-delà de la région Bretagne, voilà, c'est aussi une région qui est connectée avec la Normandie et les Pays de Loire. Et voilà, ils travaillent, ils se coordonnent main dans la main sur des projets d'ampleur. Donc voilà, c'est vraiment un projet de département, de région et même interrégional, l'hydrogène dans l'Ouest. Quelques focus aussi sur du coup des projets locaux. Bah, il faut savoir que voilà, on n'a pas à rougir, que ce soit en Morbihan ou en Bretagne, de ce qui se passe en termes d'hydrogène, puisque on a sur l'Orient une station qui est installée pour les bus de la ville de Lorient. Donc ça, c'est un site vraiment témoin pour la région. On a une station à Vannes qui a été mise en service par Aigo, donc voilà, le consortium entre Morbihan Énergie et Engie, qui est ouverte et qui distribue de l'hydrogène au public. Donc voilà, on a une solution d'avitaillement sur Vannes. On a un site de production qui a été ouvert par Life à Buléon, dans le Morbihan aussi, qui a été mis en service fin d'année et qui est en capacité d'approvisionner des sites industriels ou de distribution d'hydrogène partout en Bretagne. On a des entreprises d'équipement, donc voilà, on a cité par exemple EODev, qui est basé pour le coup dans le département 22, mais qui produit des solutions de groupes électrogènes. On a des expérimentations en chariot fait avec Bretz sur Saint-Géran, donc avec là à la fois des chariots élévateurs hydrogène et aussi une solution d'avitaillement développée par H de Grême, boîte du Finistère, voilà, qui est mis en œuvre. Et puis un partenariat entre Transdev et EHM pour rétrofiter des véhicules, pour le coup des bus, des autocars, faire du rétrofit et faire une première expérimentation de rétrofit sur 2025. Donc on a vraiment dans la région et sur le département des acteurs, des fournisseurs, des équipementiers, des exploitants qui sont engagés dans cette filière. Donc voilà, c'est vraiment une région moteur sur ce domaine, sur ce secteur. Alors voilà, pour répondre peut-être à certaines questions, ou en tout cas ce qui se soulève souvent sur les freins, et on peut l'entendre,
il est souvent soulevé sur l'hydrogène qu'il y a un manque d'infrastructure. Bon, effectivement, ça, c'est toujours le problème de l'offre et de la demande, de l'œuf et de la poule. Aujourd'hui, dans le département et dans la région, je pense que voilà, on fait partie des régions où il y a un vrai engouement, où il y a une vraie politique volontariste. Donc, on a déjà des solutions de distribution qui sont en train de se mettre en place sur Vannes, sur Lorient, avec des acteurs publics ou privés qui sont prêts à poursuivre ce développement. Voilà, on a d'autres projets sur les départements voisins. On pense à nos confrères de Saint-Brieuc notamment, Saint-Malo. Enfin voilà, donc il y a des projets. Il faut savoir que de toute façon, le développement des stations hydrogène, c'est une vraie volonté nationale, avec notamment la réglementation AFIR qui a pour objectif à minima tous les 200 km d'ici 2030 de couvrir un point d'avitaillement hydrogène. Donc ça va avancer dans le bon sens. En termes de production d'hydrogène, il y a le site de Buléon dont on a parlé, il y a le site de Saint-Brieuc qui est en cours d'études et d'attente de subventions, mais voilà, on espère que ça va se faire. Il y a eu des annonces sur la région de Nantes aussi, sur le port de Saint-Nazaire. Donc voilà, il va y avoir une diversification progressive des solutions d'avitaillement, mais il y a dès à présent la possibilité d'acheter de l'hydrogène vert auprès de Life ou d'autres fournisseurs plus lointains si besoin. Et puis, il existe des solutions aussi plus locales pour amorcer votre transition d'autoproduction, d'auto-avitaillement, voilà, comme on a pu voir sur les sites précédents là, avec les chariots. Voilà. Donc, il y a des solutions pour amorcer cette transition à l'hydrogène sur le département. Souvent, dans les freins qui sont cités, il y a la partie sécurité. Alors là-dessus, voilà, nous, on est maîtrise d'œuvre, ingénierie de ce domaine-là, donc c'est un enjeu qu'on connaît bien et qu'on ne néglige pas, évidemment. Ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, les risques liés à l'hydrogène, qui sont les risques incendie, les risques ATEX, les risques d'explosion, c'est des risques qui sont très bien identifiés. L'hydrogène, c'est pas une molécule nouvelle du tout. Comme disait Arcadis, elle est déjà utilisé dans l'industrie depuis bien longtemps dans des process industriels. Ce qui est nouveau, c'est de le généraliser à d'autres types de processus, à d'autres types d'usage, et puis de vouloir décarboner cet hydrogène. Mais ce n'est pas quelque chose de nouveau en termes d'usage industriel. Il a un cadre d'ICPE, d'installation classée, qui existe, qui est déjà maîtrisé, utilisé, et que les bureaux d'études et que les installateurs connaissent très bien. Les normes de sécurité, elles sont là, elles sont présentes. Vous avez un certain nombre de partenaires qui peuvent vous accompagner dans ce sens si vous voulez faire des projets. Et aujourd'hui, on a des équipements, des fournisseurs, des solutions de sécurité en face de chacune des exigences de la réglementation et plus largement en face de chacun des risques qui sont inhérents à cette molécule. Donc voilà, pour nous, c'est pas aujourd'hui, il n'y a pas de problème de sécurité sur l'hydrogène, il y a des solutions en face de chacun des risques. Forcément, il y a une notion de coût qui vient aussi être mise en avant en termes de freins. Il faut savoir que c'est vraiment une filière qui est en pleine industrialisation. On était encore il y a quelques années sur beaucoup de cas théoriques. Aujourd'hui, il y a des solutions concrètes qui sont développées dans la région et partout en France. Vous en avez évoqué un certain nombre. Et on est passé de prototypes à vraiment des fournisseurs qui sont capables d'industrialiser, de fournir des équipements à la fois sur mesure, mais aussi sur catalogue. Donc voilà, on voit petit à petit ces prix qui diminuent, et c'est une bonne chose. Le nombre d'acteurs qui est engagé sur la filière, il est vraiment énorme. On était encore il y a quelques semaines au salon Evolution, c'était 570 exposants. Donc voilà, on va vraiment avoir une démocratisation du sujet hydrogène par le nombre de fournisseurs et d'équipementiers qui la composent, nombre de fournisseurs de molécules aussi qui est important. Donc forcément, avec la diversification des fournisseurs, des solutions de production, des sites de production, que ce soit les équipements ou la molécule, va connaître une décroissance au niveau du prix dans les années qui viennent, c'est certain. Donc voilà, il y a aussi, à travers la recherche et les innovations, des nouvelles solutions avec des capacités et des niveaux de rentabilité qui s'améliorent, de performance énergétique. Donc voilà, on va avoir aussi une optimisation de ça en termes d'équipement et de molécules. Donc voilà, et puis peut-être aussi, on entend parler de plus en plus de gisements d'hydrogène naturel. Donc voilà, il y a aussi cette solution d'approvisionnement qui est en train d'être réfléchie. On a beaucoup parlé d'électrolyse un petit peu au début, mais il y a aussi d'autres possibilités de production d'hydrogène, notamment par la biomasse. Donc voilà, tout ça fait que forcément les prix vont continuer de descendre.
Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a, il y a des dispositifs pour accompagner. On va avoir un petit focus après sur la partie subvention. Il y a aussi un certain nombre d'autres dispositifs. On a cité là la tire verte, par exemple, sur la partie taxation de l'énergie. On peut penser aussi au suramortissement des véhicules pour la partie véhicules. Donc voilà, aujourd'hui, le département, la région, l'État, l'Europe est engagé dans cette filière hydrogène. Donc il y a des solutions pour accompagner les acteurs privés et publics dans ce sens-là. Voilà ce qu'on pouvait dire. Ton micro est coupé, Cécile. Juste. Ça sera mieux si je parle avec le micro allumé. Merci. Du coup, il y a un petit focus sur les dispositifs d'accompagnement. Il y a pas mal de mécanismes d'aide qui existent, en particulier portés par les aides européennes avec des appels à projets ou de la Banque européenne de l'hydrogène pour le développement de l'hydrogène et pour baisser les coûts, comme en a parlé Quentin. L'ADEME qui accompagne également différents projets. On a des primes pour les véhicules bas carbone dont l'hydrogène fait partie. Donc il y a pas mal de choses qui existent. L'objectif, c'est pas forcément de tout citer parce que c'est des mécanismes qui sont un peu spécifiques et ça dépend du projet que vous portez. Donc l'idée, c'est de vous dire il y a des choses qui existent. Si vous voulez aller plus loin, on peut vous accompagner dans des études de faisabilité pour rechercher justement toutes les briques, toutes les subventions, toutes les aides ou tous les mécanismes d'aide qui peuvent être envisagés pour le projet que vous portez. Voilà. On va arriver à la fin de la partie de présentation un peu théorique. Donc, en synthèse, on est vraiment en phase de transition énergétique et je pense que c'est un sujet qui vous intéresse tous. C'est en tout cas ce que vous avez répondu dans le questionnaire qui a été envoyé cet été. L'objectif, c'est de répondre à la décarbonation, aux objectifs de décarbonation qui ont été fixés. C'est aussi un enjeu donc RSE et image des entreprises. Et l'hydrogène, c'est un des vecteurs de cette transition. Ce n'est pas le seul, mais c'en est un qui est pertinent sur un certain nombre de solutions, avec une orientation prioritairement vers l'industrie, la mobilité lourde, avec des atouts qui sont intrinsèques pour l'hydrogène vert. Il est bas carbone, peu polluant, il permet une forte autonomie, un avitaillement rapide, il permet de la flexibilité énergétique, du stockage sur long terme et une autonomie énergétique sur les territoires. Et par contre, on l'a vu, il y a des freins qui sont plus contextuels, qui sont liés au fait que cette filière-là, elle est en démarrage. Donc les coûts, la présence d'infrastructures ou la sécurité, avec des choses qui vont évoluer et qui vont permettre de faire baisser les coûts sur la filière. Et vous avez sur le territoire, comme l'a bien dit Quentin, des solutions qui sont opérationnelles dès aujourd'hui pour pouvoir vous approvisionner en hydrogène vert avec des points de distribution sur le territoire. Voilà, on en a fini avec cette partie-là de présentation théorique. Je vais laisser la main à Sophie Laurent là, de la CCI pour faire un peu une synthèse des questions. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Je vérifie parce qu'on n'est pas si nombreux que ça. Si jamais il y en avait, on va commencer par ça. Si après il y avait des questions et des besoins de réaction, je vous demanderai d'utiliser l'outil lever la main pour pouvoir réagir, sachant qu'on se fixe au maximum entre 5 et 10 minutes là, pour répondre aux questions. Avant de passer la main à l'Automobile Club de l'Ouest. Alors, on a déjà une première question à savoir, est-ce que ce diaporama va être diffusé? Enfin, il sera possible d'obtenir ce diaporama. Je vais peut-être laisser Morbihan Énergie répondre. Oui, a priori, la présentation pourra être accessible aux participants sans problème. Sous réserve de l'accord de l'ACO pour sa partie, mais au pire. Oui, bien sûr. D'accord. Donc, j'ai une petite question qui concerne, alors, qui dit pourquoi pousser la mobilité hydrogène qui n'est pas la meilleure solution pour le climat? Est-ce que quelqu'un peut répondre? Ça serait peut-être pour nous. Donc nous, on accompagne, voilà, Eming accompagne l'ensemble des énergies de transition dans les mobilités. Le webinaire ici est orienté sur l'hydrogène. Donc voilà, forcément, on parle des atouts de cette énergie-là. Chacune des énergies aujourd'hui de transition dans les mobilités a ses atouts et ses défauts. Dire que c'est pas la meilleure solution, j'ai envie de dire tout le monde se contredit et défend chacune des énergies. Aujourd'hui, c'est une des énergies de transition qui présente un certain nombre d'atouts voilà, que j'ai pu présenter brièvement sur le CO2, sur les particules fines, sur sa capacité à se rapprocher de la performance du gasoil.
par exemple, dans la mobilité lourde. Effectivement, il a d'autres inconvénients. On peut penser à l'efficacité énergétique dans un rendement complet. On peut penser à certaines problématiques financières ou technologiques. Donc voilà, c'est une des énergies de transition. Il faut savoir que le but, c'est bien d'oublier le fossile et d'aller vers un certain nombre d'énergies de transition, que chaque usage aussi peut avoir l'énergie la plus perspicace. Ça peut faire l'objet, voilà, d'études de multiscénarios. Pour nous, aujourd'hui, c'est une des solutions du panel de demain qu'on voulait vous présenter aujourd'hui et qui a ses atouts à défendre. Voilà, effectivement, c'est important de le dire, c'est qu'on ne fera pas tout à l'hydrogène, mais par contre, il y a des usages avec des contraintes spécifiques qui fait que c'est la meilleure solution parmi celles de décarbonation. Ouais, en complément de réponse, là, c'est simplement que l'objectif est absolument pas de pousser l'hydrogène dans tous les cas, mais d'étudier les cas d'usage dans lesquels il est pertinent. Et c'est vrai que dès qu'on a un usage, je dirais, peu intensif, où la capacité de charge sur une journée est suffisante, c'est vrai que l'électrique à batterie peut être une solution tout à fait adaptée. Par contre, dès qu'on a des utilisations un peu plus intensives avec une demande de puissance, un avitaillement rapide, là, on peut commencer à considérer l'hydrogène qui est en fait une solution complémentaire, comme on l'a déjà dit, et d'autres solutions, et il ne s'agit pas de les exclure. Voilà. Alors, autre question, est-ce qu'il va être évoqué le problème de la pénurie des matériaux et le développement des filières de recyclage? Alors, Au ce cours de n'était pas ce- un point qu'on abordait aujourd'hui, mais c'est quand même un point justement qu'on a abordé, c'est sur la question du rétrofit et je pense que c'est un point important pour la question justement des matériaux parce que ça permet de prolonger le cycle de vie de véhicules qui existent déjà aujourd'hui et du coup de baisser la demande en matériaux. Sachant qu'il y a des développements qui sont en cours aujourd'hui sur la filière de l'hydrogène, à la fois les électrolyseurs et les piles à combustible, pour réussir à produire des systèmes qui demandent moins de métaux rares, parce que c'est une problématique qu'on connaît. Et je pense que c'est du coup encore en cours de recherche sur certains éléments. Voilà, c'était tout pour l'instant pour les questions. J'espère que... Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont des questions. Du coup, on peut toujours passer à l'oral en levant la main. Sinon, on va passer à la suite. Il y a des questions qui sont tombées aussi dans l'autre onglet. Donc, une question de Vincent, l'approvisionnement en hydrogène renouvelable et ou en bas carbone est-il suffisant pour répondre à la demande actuelle du territoire? Alors Je peux- aujourd'hui, ouais, n'importe. Aujourd'hui, les producteurs d'hydrogène vert sont plutôt à la recherche de clients que l'inverse. Alors si on met aujourd'hui l'ensemble des usages d'hydrogène nationaux, notamment gris, les usages d'hydrogène gris, non, aujourd'hui on ne produit pas suffisamment d'hydrogène vert pour couvrir tous ces usages gris. Donc il y a un vrai objectif aussi de décarboner les usages gris actuels. Donc voilà, je dirais, à l'échelle de la France, on utilise plus d'hydrogène gris qu'on en produit de verre. Maintenant, voilà, c'est pas spécialement les gros consommateurs industriels d'hydrogène gris très bas coût qui vont être les premiers à franchir le cap, peut-être de passer au vert. Je ne sais pas si vous voulez compléter, Edouard. Ouais, simplement, effectivement, donc il faut distinguer on va dire la stratégie nationale ou dans lequel finalement on a déjà une industrie qui est grande consommatrice d'hydrogène, mais cet hydrogène est très carboné. Donc, un des objectifs, c'est de produire très massivement et voire d'importer une partie de l'hydrogène pour répondre à ce besoin-là. Parce qu'aujourd'hui, la situation, c'est que 96% de l'hydrogène consommé dans le monde, il est produit à partir d'énergie fossile. Et ça ressoulève un sujet, c'est que l'hydrogène n'est vertueux que si on le produit de manière vertueuse. Donc, je dirais, c'est vrai que si on le produit à partir d'une énergie bas carbone, il devient bas carbone et il a ses vertus. Évidemment, si on utilise de l'hydrogène fossile, on n'a aucun intérêt à substituer des carburants fossiles. Et en ce qui concerne localement sur le Morbihan, la capacité de production d'hydrogène vert, pour le coup, on est largement excédentaire. Bon,
aussi bien sur la station de Vannes que sur le site de Buléon. Aujourd'hui, on n'est pas du tout, l'usage n'est pas du tout à hauteur de la capacité de production, donc il y a largement de quoi trouver de l'hydrogène, je dirais, vertueux. Et ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plus l'usage va être demandeur, plus les fournisseurs les industriels qui sont capables de produire l'hydrogène vont être capables de répondre à la demande. Ils sont plus en attente d'une demande que limités dans leur capacité à produire. Oui. Et ce qui va permettre de baisser les prix par la suite aussi. Exactement. Plus on aura de volume, plus les prix vont baisser. Donc c'est un cercle vertueux. Mais tout Et démarre par les... Pardon. Je vous en prie. C'était pas fini. Moi, j'allais poser une dernière question. Pour répondre à nos engagements climatiques, le gaspillage de la quantité d'énergie par le rendement hydrogène par rapport aux batteries est à considérer en priorité pour utiliser l'hydrogène à bon usage. Comment réguler pour éviter les usages substituables par l'électricité? Renoncer à certains projets d'hydrogène? Je pense qu'on a un peu répondu à la question tout à l'heure, non? C'est ça, je pense que c'était un peu la question précédente et auquel on a apporté Ouais. la réponse qu'il fallait vraiment considérer le cas d'usage et ne promouvoir je dirais, un usage de l'hydrogène que quand c'est pertinent et quand c'est je dirais une solution électrique qui est plus pertinente, la favoriser voilà, dans ces cas-là. Simplement aussi sur la partie production d'hydrogène, un des points intéressants à soulever, c'est que l'hydrogène peut être produit par plusieurs approches, par l'électrolyse bien sûr, à partir d'électricité, mais aussi à partir de biomasse, ce qui fait que ça a l'avantage aussi de pas forcément faire peser le poids sur une ressource qui peut être utilisée ailleurs, et il y a tout un enjeu d'arriver à, on va dire, acheminer la bonne source d'énergie vers le bon usage. Donc, mais l'avantage, c'est que l'hydrogène, on peut le produire de plusieurs manières qui sont avec des sources différentes, quoi. On a la chance d'avoir un territoire aussi assez rural dans lequel il y a une partie biomasse importante, donc on peut aussi envisager d'en produire une partie à partir de biomasse et garder les électrons disponibles pour des usages électriques, voilà, autrement. Donc ça, c'est un peu la capacité à se reconfigurer en fonction de la ressource et de l'abondance de la ressource. Voilà. On va laisser, je pense. C'était tout de mon côté. D'accord. Merci pour vos questions et on va laisser la parole à Monsieur Lachaz qui vient nous présenter son projet hydrogène sur le circuit des 24 heures du Mans. Bonjour à toutes et à tous. Alors après, c'est pas que mon projet, mais c'est en effet comment est-ce que nous, sur la partie, en effet, Autonomie Club de l'Ouest, on essaye de travailler sur la partie hydrogène à plusieurs niveaux. Donc, en effet, il y a la partie groupe électrogène-hydrogène, mais on essaye d'élargir ça. Donc, je vais essayer d'être le plus large possible et d'expliquer un peu la démarche qu'on a. La démarche qu'on a, elle s'inscrit un peu dans... alors, voilà, c'est surtout ça, la slide d'après. Ça fait une centaine d'années enfin, ça fait 100 ans, pardon, que les 24 heures existent. Et en fait, tout au long des années, on a pu voir que le circuit a été le terrain de nouvelles expérimentations et d'innovations. Voilà. Donc, je vous ai mis quelques innovations que vous connaissez, hein, qui ensuite ont servi la mobilité de monsieur et madame tout le monde, ou bien qui ont été des exploits sportifs, comme celui de Fred Saucé en 2016. Et dans cette perspective-là, la question s'est posée depuis 2018 de se dire, c'est quoi le futur de l'endurance? Le futur de l'endurance, est-ce que c'est encore des voitures à moteur thermique ou est-ce que c'est une autre mobilité? Et depuis 2018, on porte la mobilité hydrogène parce qu'on pense que c'est celle qui est la plus adaptée pour la course en endurance. L'objectif, c'est qu'en 2027, on ait une catégorie hydrogène aux 24 heures du Mans avec un certain nombre de voitures à hydrogène qui puissent courir. Rapidement, pourquoi est-ce qu'on est parti sur l'hydrogène? Au-delà, en effet, du faible impact, en tout cas en sortie d'échappement, mais aussi dans la production d'hydrogène qui est importante, c'est que c'est sans doute l'énergie
qui est plus adaptée à l'endurance. Une course de voiture électrique sur 24 heures, je pense que si on parle analyse du cycle de vie et notamment des batteries, c'est sans doute pas le plus pertinent. En termes de spectacle, c'est sans doute aussi ce sera peut-être compliqué d'avoir des changements de batterie ou de voiture ou des recharges de 45 minutes. Il se trouve que l'hydrogène remplissait énormément de facteurs d'un point de vue environnemental, mais aussi d'un point de vue pratique, parce que l'objectif, c'est de pouvoir faire une recharge de voiture de course en 2 minutes, 2 minutes 30, ce qui reste assez proche des standards qu'on peut voir. Donc ça, c'est tout le challenge qu'on a, nous, sur la partie, on va dire, sur la partie un peu technique. Euh, Si j'essaie d'avoir un focus aussi, pourquoi est-ce qu'on s'attaque à la piste? C'est parce que si on regarde le bilan carbone des 24 heures, qui est juste après, on s'aperçoit que il y a pas mal d'enjeux et que l'un des enjeux qu'on a, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire que la piste, et notamment les carburants qui sont utilisés par les voitures, soient moins impactants. Alors déjà, si on regarde 1,4% du bilan carbone des 24 heures, ce sont les carburants et les pneus. Donc c'est contre-intuitif par rapport à ce qu'on peut imaginer. Et la plus grosse part, c'est les spectateurs. Mais c'est pas parce que c'est faible qu'il faut pas essayer encore de le réduire. Et pour nous, l'hydrogène, c'est aussi dans cette perspective-là de dire on offrira à horizon 2027-2030 des courses qui soient bas carbone. On travaille sur des carburants alternatifs, on travaille sur des pneus aussi à faible impact. Et pour nous, c'est vraiment l'objectif. L'objectif, c'est que l'hydrogène soit en 2027 une des catégories dans lesquelles les différents constructeurs vont concourir. Donc juste après, vous avez deux prototypes. Vous avez le prototype Mission H24 Evo, qui est le nouveau prototype sur lequel on travaille. On en est au troisième prototype de Mission H24 qui petit à petit évolue, qui teste la fiabilité, de deux la rapidité. Les enjeux qu'on a, il est de se dire comment est-ce qu'on on réduit le poids de la voiture et notamment de la pile à combustible. La voiture, la mission H24 dans les Hunaudières, pour l'instant, elle est à 292 km/h. L'objectif, c'est d'atteindre les standards de la catégorie GT3 à minima qui sont autour de 300-320. Elle est capable de finir des courses. Donc, on a démontré que le prototype hydrogène était une des solutions. Et après, la voiture que vous voyez à côté, c'est celle qu'a dévoilée Toyota pour les 24 heures 2023, qui concourra donc à partir de 2027. La particularité, c'est qu'on est sur les deux types de motorisation. Je crois qu'on en a parlé tout à l'heure. Une motorisation pile à combustible à gauche et une motorisation thermique à droite, justement pour pouvoir permettre au plus grand nombre de participer aux 24 heures. Donc l'objectif, c'est de dire, le futur dans l'endurance, c'est l'hydrogène. On veut vraiment et travailler sur ça avec notre prototype Mission H24 qui nous sert de laboratoire d'innovation pour les futures voitures. Mais c'est surtout et au-delà, c'est comment est-ce qu'on fait pour porter la notion d'hydrogène et on va dire la filière hydrogène au-delà de la piste. C'est ce qu'on essaye d'expliquer après, c'est que au-delà de Mission H24, la CO est engagée dans un certain nombre de projets autour de l'hydrogène. On a une station H2 qui est située à côté du circuit, à côté de l'aérodrome, qu'on a co-développé avec nos différents partenaires et qui en fait sert le territoire, sert les différents acteurs de la mobilité, alors que ce soit les particuliers, même s'il y en a peu, mais qui sert le territoire, notamment les bus de la ville du Mans ou les bennes à ordures de la ville du Mans qui sont à hydrogène. Notre objectif, c'est d'essayer de démocratiser un peu l'hydrogène, en effet plutôt sur des usages de transport lourd. Et donc, c'est pour ça qu'on est financeur et qu'on développe cette station hydrogène pour aider aussi la collectivité, essayer d'être un peu l'ambassadeur de l'hydrogène au-delà de la course. On a aussi cette partie groupe électrogène hydrogène qu'on a installé depuis près de 3 ans maintenant sur le circuit, sur nos événements. On va encore en avoir 4 ou 5 cette année et l'objectif c'était aussi de démontrer que ça pouvait être des solutions alternatives pour des énergies d'appoint dont on peut avoir besoin. La priorité, si on est sur un événement, c'est de se dire d'abord on se raccorde au réseau. Et ça, le travail, il est énorme. Et ensuite, comment est-ce qu'on fait pour trouver des solutions alternatives, notamment des groupes électrogènes?
Sur les 24 heures, depuis maintenant 2022, on a un village H2. Je vous ai mis l'évolution de 2022, 2023. Je pourrais éventuellement vous partager le mapping 2024. Comme vous le voyez, là, on était vraiment focalisé sur la mission H24. Là, sur le futur de l'endurance, donc on les voit moins parce qu'elles sont cachées, mais il y a 5 voitures qui sont développées par un certain nombre de constructeurs comme Alpine, Toyota ou nous sur la mission H24, mais on essaye aussi de fédérer un peu les acteurs de la filière hydrogène. Donc, il y avait la SNCF qui était présente, il y avait des animations dans la bulle, et l'objectif en 2024, alors je ne vais pas vous partager le plan parce que pour le coup, là, je ne pourrais en effet c'est plutôt secret, mais on aura de nombreux acteurs qui seront présents sur 2024 avec des acteurs de la mobilité, des acteurs de l'aérospatial. On aura des solutions aussi, je crois qu'il y aura un tuk-tuk à hydrogène, on aura un glacier qui se chargera à l'hydrogène, on aura un bus qui permettra aussi de se recharger. L'objectif, c'est vraiment d'être dans un écosystème où on se dit bah, l'hydrogène fait partie des solutions qui existent et qui sont propres. On devrait avoir aussi notre station hydrogène au cœur du village, et donc ça va nous amener à un certain nombre de contraintes dont on va parler sur les groupes électrogène-hydrogène. Mais voilà, le H2 pour nous, c'est bien sûr la piste, mais pas que. Et c'est d'arriver à trouver tout un tas de solutions et de démontrer qu'on peut avoir beaucoup d'usages différents sur la partie hydrogène. J'ai fait une petite slide après, très courte, mais c'était sur la partie réduction des émissions de CO2 sur le circuit. Donc on a l'électricité, on a les voitures. Le fait de mettre des groupes H2 et d'avoir aussi des groupes alternatifs, ça nous permet de réduire nos émissions de CO2. Et ça, c'est une solution qui est très intéressante pour nous, justement de pouvoir aussi démocratiser ces solutions dans une logique de réduction d'empreinte carbone de la partie événementielle. Euh, Sur la partie hydrogène, sur la slide d'après, on travaille beaucoup, nous, avec le SDIS 72. Euh, il se trouve que vous êtes dans un espace aux 24 heures où il y a du public, et donc l'enjeu, il est vraiment d'arriver à démocratiser ça, mais tout en restant safe. Donc on travaille beaucoup avec eux sur les réglementations, comment est-ce qu'on peut implanter ou pas des groupes électrogène-hydrogène. Et le SDIS 72 va être le SDIS référent sur la partie hydrogène en France dans les prochaines années. Donc voilà, on aura c'est eux qui vont être chargés de former les différentes unités pompiers en France sur ces sujets hydrogène. Et donc, le circuit de la CO et les circuits des 24 heures du Mans sert un peu de laboratoire et de démonstrateur pour justement arriver dans cette démarche de co-construction avec eux et de montrer que l'hydrogène est une solution qui fonctionne très bien, qui est safe et qui peut être utilisée par tout un chacun. Donc, je vous ai remis là les différentes réglementations ICPE. Ce sont les contraintes auxquelles on s'expose, ou en tout cas qu'on doit respecter lorsqu'on veut mettre un système hydrogène, qui peuvent être contraignantes, notamment quand on est à plus de, voilà, à plus de 100 kilos, on est obligé d'avoir 8 mètres autour de la zone de stockage. Donc ça fait que ça crée un certain nombre de problématiques ou d'enjeux sur lesquels on doit essayer de travailler. Là, pour nous, pour les 24 heures, par exemple, on aura au moins 4 ou 5 zones qui seront avec de l'hydrogène. Et donc, on voit avec le SDIS quelles sont les réglementations qu'on doit mettre en place. Donc, c'est en effet 8 mètres autour d'une zone, notamment de groupe hydrogène, voire moins si on met des mesures compensatoires comme des murs spécifiques, des murs anti-feu, je crois, 1h30 ou 2 heures, parce qu'on a notamment une équipe qui fait les 24 heures du Mans qui souhaiterait en mettre un au sein du paddock. L'enjeu qu'on a, il est de surtout s'assurer que on n'ait pas de mauvaise surprise, même si a priori il n'y en aura aucune, mais il y a une espèce de en tout cas, pour en avoir discuté avec un certain nombre d'acteurs, et notamment dans la filière camion, il y a une perception de l'hydrogène comme étant dangereux. J'ai parlé voilà, les organisateurs des 24 heures camions et notamment de la course européenne peuvent accepter des voitures, des camions hydrogène, mais c'est vrai que les constructeurs, pour l'instant, sentent que
comment dire, les chauffeurs ont une certaine réticence parce qu'ils ont cette perception que l'hydrogène, et j'ai dû l'entendre tout à l'heure, était explosif ou dangereux. Ça n'est pas plus que de l'essence, mais voilà, dans l'inconscient collectif, on a quelque chose. Donc l'objectif pour nous est vraiment que aux 24 heures, on démontre que c'est fiable, que ça fonctionne, que bien sûr c'est une solution qui est zéro émission, et donc en respectant, et ça c'est une vraie collaboration que nous on a avec le SDIS 72. Sur les groupes, je vous ai mis un mapping, mais ça vous permet de voir. Là, on est sur une zone du circuit, donc pareil, on est en train de la finaliser, mais le conteneur hydrogène qui sera là, là, le périmètre rouge, c'est vraiment pour montrer qu'on a délimité 8 mètres autour du conteneur. Donc là, alors je me souviens plus exactement on est sur 20 mètres par 20 mètres, 20 mètres par 20 mètres à peu près. On sera sur des conteneurs Life qui vont permettre d'alimenter toute cette zone-là, donc la porte Est, en hydrogène. Nous, on est parti sur cette solution-là ici dans la zone Est. Sur une autre zone, on va sans doute être sur des racks. Les deux solutions existent. L'enjeu, en fait, pour le SDIS, il est de savoir, dans une même zone, quelle est la quantité d'hydrogène qui est stockée. Et pour nous, l'enjeu qu'on va avoir, c'est de dire comment est-ce qu'on fait pour tenir sur les 5-6 jours des 24 heures. Donc là, il y a les contraintes aussi de rechargement. Le conteneur a une capacité qui est beaucoup plus importante pour alimenter des groupes électrogènes à 100 kVA. Les racks, c'est un peu plus compliqué, donc il faut qu'on trouve des solutions de stockage qui soient un peu plus loin et assez éloignées. Donc c'est en effet plus contraignant que des groupes électrogènes classiques. Mais une fois que vous en connaissez les contraintes et puis une fois que le SDIS commence à être formé, on arrive à démontrer que ça fonctionne. Je vous ai mis, alors, je ne suis pas sûr qu'on arrivera à bien lire ça, mais ça, c'était en 2022 quand on avait travaillé avec EODev. On a un suivi du fonctionnement et on s'aperçoit que ça fonctionne très bien, qu'on n'a pas de rupture d'énergie, qu'on arrive à développer la puissance nécessaire avec les 100 kVA. Donc ça fonctionne très bien, de la même façon qu'un groupe électrogène qui soit diesel, sans faire de bruit, en rejetant de l'eau. Voilà, la seule chose à prendre en compte, c'est en effet où est-ce qu'on stocke l'hydrogène et comment est-ce qu'on arrive à avoir une zone qui soit relativement préservée et viable pour les gens qui sont autour. Voilà, qu'est-ce que je peux dire? Non, c'est à peu près tout sur la partie hydrogène. Je vais juste, je regarde, non, il y avait en effet la partie CPE, je l'ai mis là et puis on pourra éventuellement, je pense, vous le repartager après. Si vous avez, vous, des questions, parce que j'essaie d'être le plus large possible, après, il faut que ça réponde à vos attentes et à vos besoins, en tout cas. Voilà, si vous venez aux 24 heures, vous pourrez en effet, voilà, on pourra pas essayer d'imaginer comment est-ce qu'on peut vous faire voir toutes ces applications de l'hydrogène, parce qu'à la fin, c'est démontrer que ça fonctionne. Et juste, je termine sur on va développer donc une solution une station hydrogène qui sera aux 24 heures et qui servira à alimenter les futures voitures des 24 heures. On a réfléchi aussi à la démarche post 24 heures, parce que les 24 heures, ça dure, alors ça dure 24 heures, mais on va dire que c'est 2 semaines sur le site du circuit Bugatti. Et cette station, elle servirait pour le championnat du monde d'endurance, parce que l'objectif, c'est que toutes les voitures qui participent au Mans puissent participer au championnat du monde. Mais on réfléchit aussi à ce que cette station puisse être utilisée par des solutions de mobilité lourde, donc puisse recharger des bateaux, puisse recharger les trains. Et donc, c'est de dire la solution qu'on va développer dans un cadre, on va dire, compétitif, elle puisse ensuite être utilisable euh, pour l'industrie, qui est sans doute un des plus gros acteurs qui va utiliser cette solution. Voilà, on travaille aussi beaucoup avec l'Université du Mans sur le sujet, justement, pour pouvoir avoir un côté pédagogique, et aussi avec le Garage École, qui est une école qu'on a développée pour essayer
sensibiliser, de travailler avec des jeunes futurs mécaniciens sur cette solution hydrogène. Voilà, l'enjeu qu'on a, nous, il est vraiment de démocratiser un peu cette solution hydrogène, de démontrer ses multiples utilités, que ce soit en effet en course, que ce soit sur de l'application quotidienne, que ce soit sur de l'aérospatial, etc., etc. Et en gros, de se servir de l'objet de la notoriété des 24 heures du Mans pour être un peu l'ambassadeur de l'hydrogène. Et c'est vrai que on a notamment été à la Commission européenne avec la mission H24 qui sont assez sensibles. Donc voilà, on se sert de l'objet course qui est un peu ludique et peut-être un peu plus, alors, je ne sais pas si je dois dire ça, mais attrayant, j'allais dire sexy, pour que l'hydrogène fasse partie des solutions qui sont identifiées sur la mobilité de demain. Merci Jérôme, un grand merci pour cette présentation. Je ne sais pas s'il y a des questions adressées justement à notre responsable RSE de l'ACO Alors, sur ce oui, sujet. sur cette partie, non, pas vraiment. J'ai des questions, mais je propose de répondre en fin de webinaire, comme il y a un temps d'échange là. Très bien. Bah, je vous propose Ouais, de j'avais passer. juste. Pardon. Est-ce que vous pouvez préciser l'acronyme, est-ce que vous pouvez juste préciser que veut dire l'acronyme SDIS, SDIS? Ah, je t'avais Ah, répondu. Service de secours d'incendie. Ah, Les pardon. pompiers. c'est les pompiers. C'est les D'accord. pompiers. En fait, faut vraiment savoir que nous, les pompiers, vous en doutez, aux 24 heures du Mans, ils sont quand même très vigilants. Et ils étaient jusqu'à l'année dernière assez frileux. Et quand vous voulez mettre un système avec de l'hydrogène, eux, ils sont très regardants parce que c'est eux qui vont intervenir s'il y a un souci. Et en fait, ils ont une méconnaissance de cette technologie. Donc on a voilà, le commandant du SDIS, donc des pompiers, on l'a emmené à Fuji pour qu'il voit comment ça se passe. Et donc ils sont revenus en se disant, bah, en fait, on pensait que c'était dangereux et on s'est rendu compte que en fait, c'est une solution qui est relativement maîtrisée. Et donc ils ont été identifiés comme ceux qui allaient justement former les futurs pompiers. Et je dis ça parce que c'est des vrais acteurs, en fait, c'est eux qui peuvent vous interdire de mettre des solutions hydrogènes. Donc il faut les embarquer avec vous parce que à la fin, s'il y a un souci, et on va vous dire comment est-ce que vous le traitez. Merci. Ouais. Moi, je pense que ça souligne le besoin d'accompagner le projet au-delà de l'aspect purement usage et technique par tous les aspects autour et les prendre en compte très tôt dans le projet, quoi. Ouais. Bon, merci. Cécile, je te repasse la main. Merci. Je vous propose de passer à la partie où maintenant on a beaucoup parlé et on va vous faire travailler un peu. Parce que l'objectif, c'est de savoir est-ce que ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, ça peut faire tilt sur est-ce qu'il y a des choses que vous pourriez convertir à l'hydrogène. Donc, on va faire ça en 3 parties. Il y aura d'abord un tableau blanc que je vais vous partager. Vous aurez tous la main pour pouvoir écrire. L'objectif, c'est de vous positionner sur soit la chaîne de l'H2, soit sur les usages, soit sur les deux, en indiquant sur le post-it le nom de votre entreprise et potentiellement des éléments complémentaires. Est-ce que vous avez un nombre de poids lourds ou que vous voudriez essayer? Enfin, voilà. Voilà, en conclusion, déjà, merci à tous les présentateurs et à tous les participants qui sont restés jusqu'au bout de ce webinaire. Donc, je pense que à travers cette présentation qui était malgré tout un peu courte, on a quand même montré que la technologie hydrogène était assez prometteuse et qu'elle pouvait apporter des éléments de réponse dans le cadre de la transition énergétique. Certes, c'est pas une réponse universelle et miracle, mais elle présente quand même de très nombreux avantages, et en particulier un bon bilan carbone, et puis des performances, une autonomie et un temps d'avitaillement qui est quand même intéressant parce qu'il se rapproche des solutions fossiles. On a évoqué qu'il y avait quand même encore quelques freins qui doivent être levés. Donc, notamment, on a évoqué pas mal le coût encore élevé des solutions et puis des infrastructures qui sont encore un peu rares. Mais en fait, ces facteurs-là devraient évoluer assez rapidement dans le bon sens au fur et à mesure que les usages vont se développer. Donc, les solutions opérationnelles existent d'ores et déjà, et elles ont malgré tout besoin de grandir encore un peu et de gagner en maturité. Mais si on veut tenir des enjeux aux horizons 2030, c'est aujourd'hui qu'il faut commencer à préparer les choses, à s'informer, à expérimenter, à préparer le déploiement. Donc, Morbihan Énergie, avec le support de la CCI 56, nous sommes tout à fait prêts à vous accompagner dans cette démarche
et à vous proposer ces différentes prestations. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, j'ai mis ma carte associée à la présentation. Reprenez contact avec moi si vous souhaitez entrer un peu dans cette démarche-là, et puis on sera heureux de discuter avec vous de vos questions, de vos projets et de vos idées. Merci à tous. Je pense que voilà, on peut en rester là. Merci, au revoir.